Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Hélène Raymond, je suis animatrice. J'ai fait carrière en journalisme avec une spécialité dans les sujets agricoles, les pêcheries, l'environnement aussi. Je suis vice-présidente du conseil d'administration du PA Développement International et j'ai eu l'occasion d'aller en mission à Tunisie dans le cadre d'un projet en cours là-bas. On va vous en reparler un petit peu plus tard. C'était une magnifique expérience de partage de connaissances. Alors, pour la première fois depuis ces panels que nous avons commencé pendant la pandémie, nous allons travailler avec une interprète, Marwa Ayadi. Et pour vous expliquer comment accéder à la langue arabe, Saïf Eddine Belabed, notre complice à Tunis, va vous donner les indications. ميرسي إيلين مساء الخير للجميع عسلامتكم الناس الكل. بالنسبة اللي من تونس معناتها يحبوا يسمعوا باللغة العربية يحطوا يمشيوا اللوطة الانتربريتاسيون كما قاعدين تشوفوا في التصوير غاديك هكا باللوطة الانتربريتاسيون وتختار القناة العربية موجودة هكا لونغ غاب تحط لونغ غاب وتقعد تسمع كل شيء بالعربي. هذا ماذا بين الناس الكل يعملوه توا باش يقعدوا يسمعوا كامل الندوه بالعربيه. حاجه اخرى بالنسبه للاسئله والتفاعلات خلال الندوه نجاوب عليها في الاخر، واللي عنده سؤال يكتب في الديسكسيون لوطا يكتب السؤال بتاعه بالعربي وبعد كده نترجموه ونوصلوه للمحاضرين. شكرا. ميرسي إيلين. à toi la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne. Si jamais vous avez des questions, vous avez la zone de questions-réponses et le chat, la zone de clavardage en bas. Donc, Saïf et Marion vont être alertes. Ils vont repérer tout ça et les questions pour la discussion par la suite. Et si vous avez des questions techniques, ça peut aller là aussi. Alors, ce panel s'inscrit dans le cadre des activités d'un projet entrepris par UPA Développement International il y a quelques années en Tunisie. Un projet qui vise l'autonomisation des femmes, des transformatrices agroalimentaires, qu'elles soient ou non agricultrices. Parmi elles, des productrices de miel, ce qui explique notre thématique d'aujourd'hui, parce que c'est un sujet rassembleur qui touche à la fois les productions vivrières et les productions de rente, un sujet qui touche aussi l'occupation du territoire, de nos territoires, où qu'on soit, occupation du territoire par l'activité agricole, et un sujet qui nous rappelle les enjeux liés à l'impact des changements climatiques parce que les bouleversements se font aussi sentir dans les ruchers et chez les abeilles. Avant d'aller plus loin, voici d'abord Hugo Beauregard-Langelier qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue au nom du PA Développement International. Hugo est directeur général du PA Développement International. Oui, bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous qui êtes avec nous aujourd'hui pour ce panel sur des abeilles et des femmes. Et je dirais une salutation toute spéciale aux gens de la Tunisie qui nous écoutent en français ou en arabe. En réfléchissant à la thématique d'aujourd'hui, il y a un dicton qui m'est venu en tête. Celui-là, c'est une chaîne n'est jamais plus solide que son maillon le plus faible. Pourquoi parler de cet adage en introduction d'un panel sur les abeilles et les femmes? Tout simplement parce que tant les abeilles que les femmes sont des maillons qu'on tente d'affaiblir sans se soucier qu'elles sont essentielles à notre survie. Les abeilles sont d'abord essentielles à la vitalité de la chaîne alimentaire. Au-delà du miel qu'elles produisent, les abeilles sont d'abord des pollinisateurs. Considérant que les humains sont dépendants des fleurs pour un tiers de leur régime alimentaire, l'absence de pollinisateurs pourrait entraîner des conséquences économiques, sociales et écologiques désastreuses. Et dans le cas des femmes, elles sont auprès des enfants à faire des tâches ménagères, dans des professions libérales, mais surtout dans des métiers qui prennent soin des gens. Elles sont partout, sauf là où se prennent les décisions. La survie, mais aussi le dynamisme des chaînes alimentaires et sociales doivent s'inscrire par la reconnaissance et non pas par l'effritement des abeilles et des femmes. L'agriculture est donc une porte d'entrée privilégiée pour agir à la fois sur nos chaînes alimentaires, mais également sur l'émancipation sociale, économique et politique des plus marginalisés de nos sociétés, notamment les femmes. C'est donc par cette porte d'entrée qu'UPA Développement International intervient, celle du rôle des femmes, de l'action collective portée par la dynamique des ruches et par les changements de pratiques pour s'adapter au changement climatique. C'est donc cette porte d'entrée que je vous ouvre à l'instant pour rencontrer des femmes inspirantes qui vous parleront d'abeilles, de ruches, mais aussi d'elles.
Je tiens à remercier tous nos invités d'aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et merci évidemment à toi, Hélène, pour l'animation. Bienvenue encore une fois et sans plus tarder, je laisse la parole à nos invités. Donc, à toi, Hélène. Merci beaucoup, Hugo. Merci. Le déroulement maintenant. Quelques indications plus techniques. Notre premier invité va nous offrir une présentation exceptionnelle sur les abeilles, autant les abeilles d'élevage que les abeilles sauvages, qui ont toutes les deux les milliers, les millions, les milliards d'abeilles qui ont un impact sur nos alimentations respectives. Puis, je vais m'entretenir avec Safa Hatimni en Tunisie et Maggie Lamotte-Boudreau au Québec. À la suite de tout ça, nous allons ramener nos invités, nos trois invités à l'écran pour accueillir vos questions et vos commentaires. Toutes vos caméras, à exception faite de celles des invités, sont fermées, de même que vos micros. Donc, on protège nos bandes passantes pour avoir le maximum de qualité pour les voir et les entendre. Il faudra donc poser vos questions par écrit dans la zone de clavardage ou dans la zone de questions-réponses. Et tout à l'heure, je vous parlais de Seif Belabed et Marion Provencher-Langlois, qui vont relayer ces questions. Donc, tout le panel va se dérouler à l'antenne, à l'écran en français, mais vous aurez droit à tout le contenu en langue arabe. Bon panel tout le monde. Bonjour Mathilde. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Très contente d'être Mathilde là. Tissier. Alors que ce soit en Tunisie ou au Québec, les abeilles pollinisent les cultures, assurent la production fruitière entre autres. Nous t'avons demandé ce tour de force de résumer les grands enjeux liés à leur travail, liés à leur survie. Mathilde Tissier est chargée de recherche au Conseil national pour la recherche scientifique en France et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. C'est un privilège pour nous de l'avoir avec nous. On est très contents et on lui abandonne le contrôle de la présentation pour les prochaines minutes. C'est elle qui nous emmène dans cet univers mellifère et apicole. Mathilde. Merci beaucoup. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran parce que j'ai une petite présentation PowerPoint. Alors, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Je vais juste ajouter un petit pointeur. Je tiens juste à dire que je suis vraiment très heureuse d'être là et de pouvoir parler des effets des changements climatiques sur les pollinisateurs, les abeilles mellifères et tous les autres pollinisateurs. Entre le Québec et la Tunisie, c'est pour moi deux pays qui comptent beaucoup. La Tunisie, c'est le premier pays que j'ai visité. Je suis française à l'âge de 8 ans et j'ai eu une expérience merveilleuse en Tunisie. Et le Québec, c'est le premier pays où je suis venue m'installer à l'âge de 19 ans. Donc voilà, c'est deux, enfin, le pays, la région, la province, c'est deux endroits qui sont très chers à mon cœur. Je vais essayer d'être succincte dans ma présentation, de ne pas perdre tout le monde. Et donc, quand on parle de pollinisateurs et de changement climatique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être expliquées et résumées. Dans un premier temps, je parle un petit peu du dérèglement climatique ou des changements et des changements associés. Donc, on sait qu'il y a maintenant une augmentation de la température globale au niveau mondial, avec une évolution des températures de la surface de la Terre par rapport au climat pré-industriel qui a dépassé les 1,5 degrés dont on a beaucoup entendu parler. Et donc, vous voyez surtout que cette augmentation, elle est quand même accélérée et récente, donc depuis la fin des années 70, début des années 80. Et cette augmentation moyenne de la température du globe, elle est associée à de nombreux phénomènes dont on voit de plus en plus les effets, malheureusement, au niveau des territoires. Oui, Hélène? Oui, juste de ralentir un tout petit peu Oui, le débit, s'il te plaît, excusez, pour soulager ma c'est mon voix. grand défaut. Je parle très vite et encore plus, Merci. Merci je vais Mathilde. ralentir un petit peu. Merci. Et donc, parmi les effets de ce dérèglement climatique et de ce réchauffement global, on a de plus en plus de vagues de chaleur, donc des vagues de chaleur avec des pics de température très élevés. Et ces vagues de chaleur, elles augmentent à la fois en récurrence, elles sont de plus en plus fréquentes et elles sont de plus en plus intenses, malheureusement. Donc là, j'ai mis un exemple d'une vague de chaleur en 2022 dans le sud du Québec et une autre en Afrique du Nord, et notamment qui avait touché la Tunisie, euh, en 2019. On a aussi de plus en plus d'inondations en contrepartie à ces dérèglements climatiques. Donc, ces inondations sont souvent massives. C'est des événements qui saturent complètement les territoires. On en voit de nombreux effets, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, au Québec. On en a vu de nombreuses récemment. On a tous le cas de l'Espagne récemment en tête. Mais ça arrive aussi beaucoup en Amérique du Nord, moins dans les pays du Sud, en Afrique du Nord, pardon, moins dans les pays du Sud.
On a par contre dans les pays du Sud des problèmes de sécheresse. Bon, les sécheresses vont toucher tous les pays et on va avoir des variations locales très importantes. Et on peut très bien avoir des sécheresses majeures suivies d'inondations majeures. C'est ces différences de régime qui se produisent et qui finalement changent complètement les régimes auxquels on était habitué en termes de précipitations. Et tout ça a forcément une influence sur l'agriculture, sur les productions agricoles. Les sécheresses, forcément, bah, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de croissance des plantes et donc on a de nombreuses difficultés à surmonter dans ce contexte-là. Et ça menace la sécurité alimentaire. Il y a de nombreux pays qui sont déjà bien plus fortement touchés par ces sécheresses et par la perte de rendement. Et donc ça, c'est un effet direct sur la production agricole qui va toucher directement les plantes. Et ensuite, on a aussi un effet de ces dérèglements climatiques sur les pollinisateurs, entraînant leur déclin, le déclin des pollinisateurs va aggraver la perte de rendement agricole et donc va menacer encore plus la sécurité alimentaire. Pour mieux comprendre un peu l'effet des changements climatiques et des dérèglements sur les pollinisateurs, je veux parler un petit peu des pollinisateurs avant, même si ça a été introduit déjà un petit peu. Nos systèmes alimentaires actuels dépendent fortement des pollinisateurs. Pour 70% des plantes à fleurs qu'on retrouve, l'agent pollinisateur est un animal. Ça peut être le vent dans certains cas, mais c'est souvent un animal. Et un animal, vous allez voir que la diversité est importante. Pour ce qui est des cultures, c'est jusqu'à 80%, mais souvent plus de 75% des cultures vont dépendre d'un agent animal pour la pollinisation. Donc la pollinisation, c'est le transport du pollen entre les fleurs qui permettent la production des grains et des fruits, donc la reproduction des plantes à fleurs. Et finalement, il y a une émergence de ces visuels, des assiettes avec et sans abeilles ou sans pollinisateurs, pour que les gens comprennent ce qu'on perdrait si on perdait les pollinisateurs. Alors, c'est un plateau qui semble très nord-américain avec le hamburger et les plateaux de fruits. Mais si vous voyez ici le plateau repas ou le panier pique-nique avec pollinisateur et sans pollinisateur, bon, bah, on perd une grande diversité, une grande richesse d'aliments. Bon, bah, ça, c'est très résumé. Il y a des cas où c'est beaucoup plus grave que ça, où les gens n'ont plus d'aliments qui poussent dans certaines régions entre la perte des pollinisateurs et la sécheresse. Donc, on parle de pollinisateurs, mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de pollinisateurs? On a tous en tête les abeilles mellifères qui sont si fascinantes, qui sont essentiellement domestiquées à travers le monde et qui sont souvent introduites. Par exemple, au Canada, elles ont été introduites d'Europe et elles sont actuellement introduites souvent d'Australie. Elles ne sont pas natives du Canada. On a cette espèce d'abeilles mellifères donc, qui produisent du miel à travers le monde. Les plus connus, c'est Apis mellifera et Apis cerana. Mais en dehors de ces abeilles, on a aussi des abeilles sauvages, des abeilles moins connues. Bon, bah, il y a les bourdons qui font partie de ces abeilles non Apis, donc c'est un genre différent. Elles sont sauvages et elles sont fortement menacées. Elles ont des besoins écologiques et des rôles uniques dans nos écosystèmes. Et elles sont extrêmement nombreuses. Donc, il y a plus de 20 000 espèces dans le monde, donc qui incluent les osmies, par exemple, ces petites abeilles sauvages, les bourdons, dont il y a plus de 200 espèces dans le monde. Et finalement, quand on parle des pollinisateurs, ça va bien au-delà de ces abeilles. Donc, on a les abeilles dont je viens de vous parler, les abeilles mellifères, les abeilles sauvages, mais également tous les papillons diurnes et nocturnes, les fourmis, les mouches, les guêpes, qui ont souvent mauvaise presse, les coléoptères, dans de nombreux pays, sont des pollinisateurs très importants, comme les mouches. Et là, on parle uniquement de l'entomofaune, donc de tous les insectes qui vont polliniser les cultures. Mais au-delà des insectes, on a aussi des rongeurs, des oiseaux, des chauves-souris dans de nombreux pays, des reptiles, même des singes qui vont polliniser de nombreuses cultures. Et de plus en plus, on a les humains, puisqu'on a un manque de pollinisation des animaux sauvages qui sont en déclin. Et donc, on doit compenser par une pollinisation souvent manuelle ou industrielle technologique. Et maintenant, quels sont les effets de ces dérèglements climatiques sur les pollinisateurs? Alors, il faut savoir que le dérèglement climatique, ce n'est pas uniquement la seule menace, on va dire, qui pèse sur les pollinisateurs, qui sont soumis à de multiples pressions qui agissent en interaction. Donc, on a d'abord le dérèglement climatique, qui n'est pas juste une augmentation de la température. Comme je disais, il y a aussi les régimes de précipitation qui changent, il y a le CO2 atmosphérique qui change. Et ça va avoir des effets directs et indirects sur les pollinisateurs. Les effets directs, c'est que les vagues de chaleur vont induire un stress thermique qui va menacer les abeilles mellifères comme les autres pollinisateurs qui n'ont pas la même capacité d'adaptation, donc on parle de résilience face à ces menaces. On a les sécheresses qui vont amener un stress hydrique, donc s'il y a plus d'eau, il y a potentiellement des effets très néfastes qui peuvent être la mort ou d'autres effets selon la dureté, on va dire, du stress hydrique.
Et ensuite, on a les effets indirects qui passent par l'effet du dérèglement climatique sur les plantes. Il va y avoir une modification de la physiologie de la plante qui va modifier ensuite la teneur en nutriments essentiels et induire la production de molécules de stress des plantes qui sont néfastes aux insectes. Et donc, globalement, on a une diminution de la qualité des ressources pour les pollinisateurs, mais également pour les humains au final. Et donc, tous ces effets complexes pardon, des changements climatiques n'agissent pas seuls. Il y a d'autres menaces qui pèsent sur les pollinisateurs, mais déjà, ces effets-là ont des effets importants. Ils peuvent induire une mortalité importante, une sensibilité accrue aux infections d'agents pathogènes. On parle beaucoup du varroa pour l'abeille mellifère, mais il y a de nombreux autres agents pathogènes qui infectent les abeilles sauvages également. Et également une réduction de la reproduction, d'où le déclin des pollinisateurs. Et finalement, quand on voit tout ça, on peut s'inquiéter de se dire bah, quelles sont les solutions. Alors déjà, il faut se dire que on ne peut pas juste s'intéresser au dérèglement climatique, puisqu'il y a également l'effet de pesticides qui vont être en interaction avec le dérèglement climatique, l'effet d'agents pathogènes, l'effet d'espèces invasives. Par exemple, on parle beaucoup du frelon asiatique en Europe. Et donc, toutes ces interactions-là, il faut les considérer dans leur ensemble pour trouver des solutions favorables aux pollinisateurs. Quelles sont ces solutions? Déjà, c'est travailler sur l'environnement, permettre des environnements plus favorables aux pollinisateurs. Pour les abeilles mellifères, il y a une des suggestions qui est faite par rapport à l'augmentation notamment des transmissions d'agents pathogènes, mais également du dérèglement climatique, de réduire la densité des ruches dans l'habitat, qui va permettre d'éviter déjà ou de limiter la transmission des agents pathogènes. Mais également, il y a souvent des ruches qui peuvent être à forte densité ou à proximité. Et dans un cas de stress thermique ou de stress hydrique des ruches et dans l'habitat, c'est pas optimal d'avoir trop de ruches au même endroit qui peuvent soit se faire compétition, soit avoir un effet qu'on appelle microclimatique qui peut augmenter la température locale. Et le fait de réduire la densité ou d'éloigner les ruches les unes des autres a un effet aussi favorable sur les abeilles sauvages parce que souvent, malheureusement, si des maladies se développent au niveau des ruches d'abeilles domestiques, elles peuvent être transmises aux abeilles sauvages qui vont entrer en interaction. Et donc, cette réduction de densité est une des options à considérer. Une autre option, c'est de travailler vraiment sur l'habitat dans son ensemble. Alors, c'est un petit peu petit ici, mais on voit quand même. On a plusieurs approches. Déjà, de faire des zones refuges, donc des buissons, des haies brise-vent, des zones où en fait déjà il y a une maintenance de l'humidité et la température avec l'ombrage va être réduite. Et donc, c'est des zones refuges en cas de stress climatique dû soit à des hautes températures, soit à un manque d'eau. Ensuite, on va avoir aussi la diversification des ressources alimentaires sur toute la saison, avoir des ressources très adaptées. Je vais en parler un tout petit peu plus après. Et enfin, des points d'eau d'eau courante, donc il ne faut pas que ce soit de l'eau stagnante, qui permettent aux abeilles de s'abreuver en cas notamment de stress hydrique. Alors, dans des régions, c'est très très compliqué parce qu'il y a des stress hydriques, des sécheresses tellement élevées qu'il n'y a pas d'option. Mais c'est là où les zones refuges vont être très importantes parce que la végétation va permettre de garder une petite humidité qui suffira à certains pollinisateurs. Et sur la nutrition, donc j'ai dit des ressources diversifiées, et il y a de plus en plus de recherches qui montrent que certaines plantes sont très adaptées à la reproduction des pollinisateurs. D'autres vont permettre aux pollinisateurs de lutter contre des infections de certains agents pathogènes. Et donc de jouer sur ces connaissances-là, ça peut permettre d'aider les abeilles à s'adapter à ces multiples stress environnementaux. Par exemple, le saule est connu comme augmentant la résistance à des vagues de chaleur chez les bourdons, alors que le pissenlit réduit vraiment leur résistance à ces vagues de chaleur. Il y a plus de mortalité et moins de reproduction quand les bourdons sont nourris avec ce pollen-là. En parallèle, le tournesol est connu pour augmenter la résilience des bourdons et des abeilles mellifères à différents agents pathogènes, incluant notamment le varroa. Et donc, comment est-ce qu'on met tout ça en place dans un contexte d'environnement? J'ai donné presque la réponse. C'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un ensemble de concepts et de pratiques dans lesquels les connaissances de l'écologie scientifique, donc toutes ces connaissances qu'on a sur l'écologie scientifique, vont être utilisées pour la production agricole. Au même titre qu'à une époque, on a utilisé beaucoup de connaissances en chimie de synthèse pour soutenir l'agriculture. Là, l'idée, c'est d'utiliser plutôt l'écologie pour permettre ce soutien à la production agricole dans un contexte de changement climatique. L'agroécologie à travers le monde est de plus en plus répandue. Il y a de plus en plus d'actions. Ici, c'est une carte que j'ai utilisée du site Agroécologie Map. Si ça vous intéresse, je vous invite à y aller et à voir les actions dans votre région. Et je donne deux exemples. Un en Tunisie, des initiatives sur l'agroécologie et sur l'élevage et le climat.
Il y a trois voies de transition agroécologique considérées dans ce contexte-là en Tunisie: d'accroître la résilience des systèmes de culture d'élevage en améliorant la santé des sols, la santé et la productivité des animaux, incluant les animaux comme les vaches, les brebis, mais également les abeilles mellifères. Ajouter de la valeur aux produits et sous-produits de l'olivier grâce à des chaînes de valeur certifiées. Et promouvoir les produits locaux, y compris le miel et les caroubes, avec une diversification économique et l'inclusion des femmes dont on parle aujourd'hui. Et finalement, il y a par exemple certains projets où il y a un mélange de certaines plantes, comme ici la veste, l'avoine et le triticale, qui sont implémentés entre les oliviers, ce qui va avoir de nombreux bénéfices. Les bénéfices montrés, c'est que ça augmente la santé des vaches nourries avec ce mélange, des brebis également, la quantité et la qualité de la production de lait. Donc ça a un effet bénéfique au niveau de la santé humaine, mais également au niveau économique. Et ensuite, ça augmente la rétention d'eau des sols, ça offre des ressources aux pollinisateurs. Et donc tout ça va avoir un effet, on va dire, multiple à différentes échelles du territoire, surtout dans un contexte de changement climatique. Et enfin, je donne quelques exemples au Québec que je connais bien. Deux exemples d'agroécologie, notamment l'exemple de Apiculture Inc., avec qui j'ai la chance, l'honneur même de travailler, qui ont une approche qui promeut à la fois la santé des abeilles, la santé humaine et pour un monde en meilleure santé, donc avec des approches agroécologiques de la gestion des ruches. Et ensuite, un autre exemple d'agroécologie et de viniculture, mais qui va bien au-delà, de Terre Eau Inc., avec qui j'ai aussi la chance de travailler, où là, il y a des fleurs sauvages qui sont mises en place entre les vignes, pas d'utilisation de pesticides, des projets sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Et donc, ces projets d'agroécologie vont finalement être un peu des projets d'espoir pour le futur sur les options qu'on a de maintenir une production apicole et agricole dans un contexte de changement climatique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je laisse la place aux autres panélistes. Merci, merci infiniment Mathilde. Alors, vous pouvez poser des questions à Mathilde, vous les écrivez dans la zone de clavardage, elles lui seront relayées tout à l'heure. Ce qui est intéressant, il y a quelqu'un de la Guinée qui nous écrit. Alors, Mathilde, pour ton information, pour tous les autres, on a beaucoup de monde de la Tunisie, j'ai vu quelqu'un d'Haïti, j'ai vu quelqu'un du corridor appalachien au Québec se manifester tout à l'heure. Alors, continuez de nous écrire et surtout poser des questions pour la suite, ça nous fera plaisir de les relayer à nos invités pour pouvoir y répondre. Alors, à plus tard, Mathilde Tissier. À plus tard. J'essaye d'arrêter mon partage d'écran. D'accord. Moi, j'ai eu le bonheur de croiser Safa Hatimni au Québec à la fin de l'année 2024 et de la revoir en Tunisie au début de l'année 2025. Je peux confirmer que nous avons affaire, encore ici, je pense qu'on peut conclure la même chose de Mathilde Tissier, nous avons affaire à une femme de cœur, une passionnée, engagée dans la défense de sa région, le gouvernorat, pardon, de Gendouba. Et là-bas, l'aventure de la Société des services agricoles de l'LSN Kémir est absolument formidable. Donc, Safa est à la fois présidente de cette organisation et productrice. Bonjour, Safa. Bonjour à toutes et à tous. Merci à votre organisation Lupliadi Ça fait euh, pour cette plaisir de se revoir. opportunité. Merci Oui, beaucoup. C'est la troisième panel avec vous. C'est un grand plaisir pour moi. Euh, Au début, je remercie votre organisation pour cette opportunité de parler à un sujet aussi essentiel, c'est les abeilles face au changement climatique. Je me présente, je suis Safia Fimni, productrice, apicultrice, transformatrice et présidente de la coopérative Lila Sen Khmir de Jandoba, qui signifie la dame de forêt de Cromerie. Mon qu'est-ce parcours qui est peu t'a, particulier. Safa, je vais te poser quelques questions de temps en temps, de temps en Oui. temps. Qu'est-ce qui a convaincu Safa Hatimni un jour, après ses études, d'opter pour l'apiculture, de choisir la production apicole? Oui, je vais commencer par mon parcours. C'est un peu particulier. En 2010, j'ai terminé mes études universitaires en gestion des technologies de communication à l'ESETCOM, la capitale Tunis. Puis, j'ai fait le choix de revenir chez moi pour des engagements familiaux. Je suis originaire de Ferdena, dans le gouvernorat de Jandouba, le nord-ouest de la Tunisie. C'est une délégation connue pour son agriculture où il n'y avait ni emploi ni centre de loisirs, juste que la nature, l'air pur et les longues promenades dans les forêts de Cromerie. C'est dans ce trésor
entre Racine Forêt et abeilles comme engagement a commencé. Alors, c'est Oui, comme ça. oui. Alors, Mais après, je complète, hein? oui, oui, complète. OK. Mais après 6 ans de chômage et de retour à Fernana, j'ai ressenti le besoin de m'engager plus profondément. J'ai donc décidé de venir bénévole dans la société civile au début. Mon but était simple mais essentiel, donner toute mon énergie pour aider les vivants de la Terre, qu'il s'agisse des êtres humains et en particulier les femmes rurales ou des animaux qui partagent notre environnement. Car pour moi, la Terre, ce n'est pas juste un espace à exploiter, c'est un lieu de vie, de lien, de responsabilité humaine. Et l'un des êtres les plus sensibles à ces équilibres, ce sont les abeilles. Comme l'aurait dit Albert Einstein, si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. C'est pour ça à la fin de l'année 2016, j'ai décidé de devenir une apicultrice. Je voudrais être proche à la nature, vivre auprès des ruches d'abeilles et d'investir dans mon premier projet. Après, on a créé avec mes collègues et mes amis un groupement agricole, comme vous dites, une association qui s'appelle les jeunes et les femmes apiculteurs de Ferdinand. C'est la délégation au GT. Ce groupement fait partie du GDAP qui ont contribué à fonder la coopérative de la Seine-Khmir fin 2018 où j'ai été élue présidente du comité administratif de l'Ela Khmir. La responsabilité était grande et elle ne faisait que grandir. Il fallait présenter les intérêts de tous, défendre notre vision et surtout faire face aux nombreux défis, notamment liés au changement climatique. C'est là que le rôle de la coopérative Lila Senkhmi est devenu central. Elle a permis de mettre en place la vente collective du miel et de ses dérivés, tels que le pollen, le propolis, aussi des produits transformés comme les bougies, les savons et les crèmes, ou encore les produits culinaires sains et traditionnels. La coopérative aussi a facilité l'accès au marché, la participation aux foires nationales et les compétitions aussi. Nous avons remporté une médaille d'argent pour notre miel en 2021. Aussi, on offre des autres services comme l'achat en gros pour réduire le coût selon la demande des adhérents, la location de matériel, l'extracteur, le chaudière, le tamis, etc., etc., à des prix faibles par rapport aux autres fournisseurs. On organise des formations techniques sur l'apiculture comme l'élevage des reines artificielles. On fait des visites d'échange. Par exemple, en 2024, on a accueilli Monsieur Patrice Percy Dussert. C'est un expert français en apiculture et auteur de plusieurs ouvrages de référence tels que Cépolin, qui nous soigne, et l'apithérapie. Est-ce que tout ça a créé Il a beaucoup, partagé avec est-ce que tout ça a créé beaucoup de fierté dans l'entourage auprès des femmes? Bon, s'il vous plaît, c'est possible de Oui, je répéter la reprends. question? Alors, est-ce que tout ça, parce que là, le temps file, est-ce que tout ça a créé beaucoup de fierté auprès des transformatrices, auprès des femmes, auprès de tout ce groupe qui s'est réuni autour du projet? Qu'est-ce que ça a changé dans la communauté? On n'était pas maintenant en chômage. On a des projets, euh, même individuels et collectifs. On a des engagements envers la nature et notre région. Mais avec notre niveau universitaire chaque femme de notre adhérente a une formation spécifique et différente de l'autre. On a l'une complète l'autre. Et je suis fière et je résiste de rester toujours à ma région, vraiment. Oui, Oui. c'est assez extraordinaire. Quelles sont les menaces qui pèsent? Je pense que toute la structuration de l'activité de la société a été un grand succès, mais est-ce que vos abeilles sont menacées?
Est-ce que vous éprouvez des difficultés liées au changement climatique? Oui, bien sûr, comme tout le monde, notre coopérative joue un rôle clé dans la sensibilisation aux problématiques liées au changement climatique. En raison des températures qui est très élevées, du manque de pluie, nous avons constaté l'apparition de maladies tout au long de l'année, comme la varroise, l'invasion de frelons qui tuent les abeilles. Aussi, on a observé la disparition des abeilles dans les ruches brusquement, sans connaître précisément les causes. Ce n'est pas une question du cycle biologique. Ce sont des abeilles, mais bien un phénomène lié à des facteurs extérieurs. Comme vous voyez quelques photos qu'il y a la sécheresse dans la nature qui engendre de grands problèmes pour les apiculteurs. La réduction de quantité de miel avant, on pourrait récolter en moyenne 15 kilos de miel par ruche. Maintenant, c'est juste 3, 5 et même 0 kilos. Cela a entraîné une hausse le prix de 1 kilo de miel. Avant, je parle de 2018, c'est de 35 dinars, maintenant 80 dinars, en raison de la baisse de la production des conditions climatiques. Parmi les autres conséquences du changement climatique, on observe aussi l'érosion du sol. La sécheresse, les incendies des forêts en été causés par des températures extrêmement élevées. Ces incendies ne menacent pas seulement la biodiversité, mais aussi directement les apicultrices et les apiculteurs. Nous avons même une adhérente, comme vous voyez, la dernière photo, c'était une jeune apicultrice qui s'appelle Amina, une adhérente qui a perdu toutes ses ruches à cause d'un incendie en 2022. C'est une perte encore à la fois économique et émotionnelle, car chaque ruche représente pour nous des mois et des années de travail et de soins. Il faut aussi rappeler que l'être humain est en grande partie responsable de ces problématiques. La pollution de la nature, l'utilisation abusive des produits chimiques et la coupe massive d'arbres, notamment eucalyptus, désolé, qui sont une importance du nectar pour les abeilles, ont un impact direct sur l'équilibre de l'écosystème. Merci de Je ce peux grand compléter? portrait. Merci de ce grand Oui, portrait, ok. Safa. On retient, alors on te garde avec nous le temps d'entendre Maggie Lamotte-Boudreau du Québec, voir un peu comment ça se passe ici et on revient pour la discussion par la suite. Ok, Merci, à tout de suite. merci. Alors, le Québec n'est pas qu'une terre sur laquelle poussent des arbres desquels on tire du sucre, hein, le sirop d'érable, mais un territoire où on trouve des ruchers, des abeilles, et où, dans quelques semaines, très bientôt, on va commencer à transporter des ruches sur d'assez longues distances pour permettre aux abeilles de polliniser les vergers, par exemple, ou les champs de bleuets dans une région qui s'appelle le lac Saint-Jean, ailleurs aussi, mais on a cette habitude de les faire, d'inviter les abeilles à polliniser ailleurs. Donc, on transporte les ruchers assez facilement. Pour nous parler de ce qui se passe au Québec, pour nous tracer un portrait, je vous invite à accueillir Maggie Lamotte-Boudreau, entrepreneur, propriétaire de Rayons de Miel, c'est le nom de son entreprise. Elle va nous présenter un peu plus tard son entreprise. Elle est engagée au sein du regroupement des apicultrices et apiculteurs du Québec. Bonjour Maggie. Bonjour Hélène. Bonjour. Voilà, je te vois. Alors, quelques questions, Mathilde. Il faut savoir aussi, connaître un peu mieux ton parcours. Qu'est-ce qui a fait de Mathilde Lamotte-Boudreau une apicultrice? Dans le fond, ça remonte à ma tendre jeunesse. J'ai toujours eu une certaine forme de passion pour les insectes. Ça vient un peu de ma mère parce qu'elle avait peur des insectes, puis elle m'amenait à aller voir les criquets, les araignées. Elle voulait pas que j'ai la même crainte qu'elle de ces fabuleux animaux. Puis, ça l'a piqué mon intérêt. Puis c'est pour cette raison-là que j'ai terminé mon bac en agronomie à l'Université Laval avec une spécialisation là, en entomologie, donc en études là, des insectes. Parce que mon but, à la base, c'était d'aller aider les producteurs agricoles là, avec les problématiques qu'ils rencontrent au niveau là, des parasites des cultures, les pucerons, tout ce qui peut affecter les cultures en tant que telles. Puis, au travers de tout ce beau parcours-là, j'ai fini par tomber
sur l'abeille mellifère qui est en fait d'une très grande aide pour les productions agricoles diverses là, du Québec, mais aussi mondialement. Donc, de là, j'ai travaillé beaucoup au niveau de mon apprentissage là, sur ce fabuleux insecte. Ouais. Il faut apprendre, hein? Il faut apprendre à élever des abeilles. Comment on procède? Comment ça se passe et comment on s'établit en apiculture au Québec? C'est pas évident. Moi, j'ai parti de zéro. J'avais aucune notion de l'apiculture. J'avais fini mon bac en agronomie. Puis, de par les fourmis, qui sont la même famille que les abeilles, j'ai appris ou j'ai plutôt découvert leur existence carrément. De là, je me suis informée avec le ministère de l'Agriculture où ils m'ont référé à une formation qui se donnait dans la région de Québec, donc de la ville de Québec. Puis, ben, tout bonnement, je me suis dit, je vais m'inscrire, puis je verrai par la suite. Je me suis ramassée à ce moment-là avec 2 ruches qui sont maintenant devenues plus de 700 ruches au niveau de mon cheptel. C'est ce que j'ai découvert au travers des années, comment on apprend à prendre soin de l'abeille, ben, c'est de l'écouter puis de l'observer pour comprendre les détails qui sont importants pour sa santé, pour son travail, euh, pour son bien-être, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une attitude d'humilité? Absolument. Je veux dire, je suis une personne qui s'occupe de milliards d'abeilles. On a dans le pic de l'été plus de 50 000 abeilles par ruche. J'en ai presque 700. On fait un calcul rapide, ça fait beaucoup d'énergie qui travaille pour m'aider. Ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent pour m'aider, puis moi, je travaille pour les aider. C'est un échange de collaboration entre nous, là. Ouais. Carrément. Sans moi, leur santé serait mise à jeu, puis inversement, sans elles, je ne pourrais pas vivre de ce fabuleux métier-là. Est-ce que tu peux prendre une minute pour nous expliquer ce que tu fais avec les reines? Donc, il y a plusieurs volets à l'entreprise. Il y a cette production de miel, il y a le travail auprès des reines, puis il y a la vente des produits. On y reviendra par la suite. Mais les reines, c'est un des volets importants dans l'entreprise. C'est actuellement le volet le plus important de l'entreprise. J'ai commencé en fait à m'intéresser à la production de rennes en 2013 parce que j'étais justement, comme tu l'as dit, impliquée au niveau de l'Association des apiculteurs et apicultrices du Québec. Puis j'entendais mes collègues demander sans arrêt d'avoir accès en fait à des reines de qualité, bien fécondées, des reines sélectionnées qui sont capables de survivre à nos hivers, qui sont capables de se défendre contre le varroa, qui sont pas malades. Puis il n'y en avait pas. Puis c'est un petit peu avec, en- en- je vais utiliser le terme, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais c'est un petit peu dans cette naïveté-là ou dans cette innocence-là, en fait, que j'ai embarqué dans l'aventure de la production de reines. On peut pas s'imaginer avant d'avoir les 2 pieds dedans à quel point ça peut être exigeant, tant au niveau physique que mental, parce qu'il y a toute une planification, un calendrier très, très serré pour les produire, ces charmantes dames-là. Puis au travers de tout ça, ben, c'est bien beau les produire, mais il faut aussi choisir les meilleurs. Donc, il faut être capable de trouver la mère qui a la meilleure production, qui n'est pas malade, qui répond à tous les critères qu'on peut avoir pour être capable d'en produire des filles. Puis il faut faire aussi attention à la consanguinité, etc., etc. Un vrai élevage, Donc, un travail d'éleveuse, littéralement. oui, exactement. On a même Oui. commencé là, au cours des 2 dernières années à faire un petit peu d'insémination artificielle pour amener encore plus de gestion au niveau de cette sélection-là. Puis on travaille, écoute, main dans la main avec le Centre de recherche animale de Deschambault, puis avec l'Université Laval au Québec. Ouais. Autre apprentissage, Maggie, celui de la vente en direct, de la vente des produits. Et on s'adresse aujourd'hui à un certain nombre de femmes qui sont elles-mêmes transformatrices, peut-être pas toujours apicultrices, mais transformatrices, ou comme Safa, qui ont constitué des sociétés, des noyaux pour mettre le miel en valeur et le vendre. Alors, ici, il y a énormément de miel importé sur le marché québécois. On a du mal par moment, à moins d'aller dans des liens directs, on a du mal à connaître l'origine du produit. Il y avait, puis je pense que c'est encore le cas,
pas mal de mélanges dans les pots, de provenance, etc. Alors, comment on devient vendeuse de son propre miel? Parce que c'est un autre travail. C'est extrêmement exigeant, ça aussi. C'est toute une mise en marché, une gestion des produits. Moi, je suis allée beaucoup par mon réseau de contacts au départ. Puis ce réseau-là est en train de s'étendre tranquillement de par l'intérêt que j'ai eu au fil des années. Là, j'ai passé dernièrement au niveau là, de l'émission La Semaine verte, ce qui m'a aidé à partager justement tout ce travail-là qu'on fait avec les abeilles, là. Là, on regarde beaucoup au niveau du kiosque à la ferme. J'ai beaucoup de kiosques locaux aussi avec qui je fais des partenariats. Donc, moi, je pollinise leur production, par exemple, de fraises. Puis, au kiosque de fraises, ben, on va faire un bel échange. Là, ils vont vendre mon miel en tant que tel directement. Le produit, par contre, à la firme que je vends le plus de façon directe aux clients, c'est les reines en tant que telles. Puis ça me permet d'avoir un échange extrêmement euh, très précieux avec mes clients, en fait, parce que j'apprends à les connaître, puis vice-versa. Ça nous permet d'échanger sur leurs besoins, de voir qu'est-ce que je peux améliorer au niveau de la reine. Puis c'est la même chose au niveau du miel. Je suis en Oui. train de travailler sur des nouveaux produits pour répondre aux besoins de mes clients. Là, on parle beaucoup du miel. Les pharmaciens même recommandent le miel pour les jeunes enfants. Donc, je suis à travailler un produit là, de miel avec eucalyptus, tout ça pour mes clients, là. Avant de retrouver Safa et Mathilde, qu'est-ce qui pèse? On a vu les photos, on a entendu Safa nous parler de Varroa, on a vu les photos de sécheresse, de grands vents, de tempêtes. Mathilde y a fait allusion aussi. Alors au Québec, pour suivre un peu beaucoup l'actualité agricole, les maladies sont entrées dans les ruches. Il n'y a pas que le froid qui les menace, là. Il n'y a pas que la survie hivernale qui soit importante. Alors, les menaces en ce moment, quelles sont-elles? Ben, tu l'as dit, les maladies jumelées avec le changement climatique, c'est très important. Les importations de miel sont extrêmement dures à gérer parce qu'ils viennent carrément, euh, en anglais, ils appellent ça du dumping de miel. Ils viennent carrément couper le marché. Le miel frauduleux, je me suis ramassée dernièrement à goûter un miel qui avait été frelaté avec du sucre blanc. Pour moi, c'est évident de reconnaître la différence, mais pour quelqu'un qui n'est pas aguerri en termes de saveur de miel, ben, ça peut passer, mais là, on se fait couper notre marché par ce genre de produit-là qui est désastreux, en fait, là. Et Évidemment, des étés où le climat va et vient, donc des grands pics de chaleur suivis de pluie, de temps frais, ça doit compliquer la vie, ça aussi. oui, c'est très variable la production de miel au Québec. Puis en fait, en réalité, on produit seulement 3,8 % de la production canadienne de miel. La majorité du miel, 40 % du miel canadien est produit en Alberta. On répond actuellement en tant qu'apiculteur au Québec seulement à 27 % de ce que le marché a besoin, de ce que les Québécois ont besoin de consommer par année. Donc, il y a de la place pour justement développer encore plus le marché, mais comme tu l'as dit, tous ces miels frauduleux, les étiquettes trompeuses, les mélanges, ça vient vraiment nuire à Alors, notre mise en vive la marché. vente directe. Safa, on va te demander de rallumer Absolument. ta caméra, s'il vous plaît. Caméra micro pour Safa Atimni. Caméra micro pour Ok, Mathilde Tissier, s'il vous plaît. Et ma première question ira pour Mathilde parce que je pense que tu as répondu à certaines questions dans la zone de chat. Alors, qu'est-ce qui te frappe dans les commentaires que tu as reçus en cours d'échange? Ce qui me frappe, c'est la diversité des questions et l'aspect très concret, en fait, que les gens souhaitent des réponses. Sauf que malheureusement, il n'y a pas de réponse simple à toutes ces questions-là. Chaque réponse que j'aimerais apporter aux personnes devrait être des réponses ciblées à leurs conditions de terrain. Est-ce que c'est plus le stress climatique ou enfin le thermique ou hydrique, ou est-ce qu'il y a une présence d'agents pathogènes élevés dans cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une diversité de fleurs ou non? Donc, on doit en fait apprendre à connaître l'environnement où sont les ruches pour pouvoir apporter des réponses ciblées.
C'est vrai qu'au Québec, on voit, hein, il y a des problématiques qui reviennent beaucoup, la survie hivernale, le varroa, mais en fait, tout ça n'est pas déconnecté, c'est-à-dire que des abeilles qui, par exemple, auront été soumises à un stress thermique, même si elles ne sont pas mortes, mais à une vague de chaleur, et ensuite à des résidus de pesticides, quand les agents pathogènes arrivent, elles sont plus capables de lutter. Mm. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réussir c'est quand on parle de résilience, c'est d'offrir la capacité aux abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiquées, et euh, dans des ruches, de pouvoir répondre aux facteurs de stress environnementaux. Alors, c'est difficile parce qu'en plus, dans toute la chaîne de production, il va y avoir des conséquences. Des abeilles qui sont en moins bonne santé vont offrir du miel qui va être d'une qualité inférieure. Les résidus de pesticides auxquels les abeilles sont exposées vont se retrouver dans le miel. Donc, voilà, ma seule recommandation, c'est de travailler de plus en plus avec ces actions en agroécologie qui vont aller cibler des recommandations. Il n'y a pas de réponse globale. On ne peut pas faire une réponse globale sur la solution. Les solutions vont être locales et devront être adaptées à chaque contexte. Ouais, Voilà. pour mettre sur pied des consultations apicoles. Oui, Voilà. Alors, Marion et Saïf, s'il vous plaît, vous ouvrez votre caméra et vos micros. Marion, tiens, à toi le premier relais de questions qui nous viennent de l'auditoire. Merci. Alors, il y a eu énormément de questions, puis beaucoup aussi de réponses qui ont été données, entre autres par Mathilde et par d'autres personnes. On voit vraiment l'intérêt, l'engouement sur la thématique. La question principale, et ça, je vais lui répondre directement, c'est est-ce que la présentation va être disponible par la suite? Est-ce que vous allez pouvoir y avoir accès, pouvoir la transmettre? Donc, la réponse, elle est oui. Nos présentations sont enregistrées, sont mises sur le YouTube de UPA Développement International. Ça va être aussi sur la page Facebook de UPA Développement International où la présentation est diffusée en direct. Donc, pour ceux qui veulent créer de la sensibilisation sur la thématique auprès de vos collègues et des producteurs et productrices. Il y a une question qui est revenue de la part du public, cette fois, plusieurs fois, entre autres par Monsieur Maurice Gauthier, Monsieur Paul Agbodan, qui est une question, je pense, pour toutes les panélistes. Euh, Comment est-ce qu'on peut persuader de l'importance du rôle des abeilles dans une agriculture qui est résiliente au changement climatique? Donc, Ah, quelles sont vos stratégies pour persuader de l'importance du rôle des abeilles dans l'agriculture résiliente? alors, qui commence? Safa, comment on Oui, sensibilise son entourage à l'importance des abeilles? bon, je vais parler à mon expérience avec l'État. Tout d'abord, c'est problématique, notre Samassa seul ne peut plus faire des contributions, mais avec l'État, les organisations internationales ou nationales, avec les structures publiques, on peut réagir. Par exemple, en 2023, on a une journée spécifique en Tunisie, journée de l'arbre. On a planté presque 1000 arbres de carreau dans les zones des forêts euh, qui sont causées de l'incendie. C'est vrai, le résultat sera après 5 ans parce que l'arbre de caroube, c'est vrai que nous donne de nectar et de pollen, même aussi, c'est une nourriture de bonne pour l'être humain. Aussi bien, on a fait des journées de sensibilisation pour nos apiculteurs pour faire face à des problématiques envers le varroise. On a partagé ensemble des expériences, comment on peut faire face à réduire le varroa par même d'utilisation des quelques astuces naturelles sans médicaments pour réduire la quantité de ça. Il y a une différence entre la Tunisie et le Canada, ce qui concerne la transhumance Les ruches. des ruches. Ici en Tunisie, on paye le producteur où on peut mettre les ruches pour faire la pollinisation et pour assurer l'existence de la ruche. Alors que notre visite chez vous, on a constaté que le producteur ou quel que soit l'apiculteur fait un contrat sans moyen, sans paiement
c'est parce qu'il connaît l'importance et l'existence de l'abeille de son champ de arbre. Ouais. Alors, on va aller voir les autres. Maggie, peut-être, mais très rapidement, on ne peut pas passer beaucoup de temps là, sur la rémunération ou pas des services de pollinisation des abeilles. Puis ensuite, sur la sensibilisation du public, là, les mécanismes que vous avez à la Fédération pour sensibiliser les gens. Alors, très rapidement, parce que là, je me rends compte qu'il ne nous reste que quelques minutes et on ira à Mathilde après, que Tu je veux ne vois plus. savoir Elle est qu'est-ce là. que tu veux savoir que c'est quoi la rémunération Eh ben, en c'est ce que Safa pollinisation? disait. Quand tu prends tes ruches et que tu les apportes au lac Oui. Saint-Jean, très Oui. rapidement comment ça fonctionne. Ben, dans le fond, habituellement, là, c'est plusieurs centaines de ruches qui embarquent sur le même voyage, puis on les débarque, dans le fond, dans la bleuetière. On fait des ruchers, tout dépendant de l'apiculteur, là, ça peut varier entre 20 et 40 ruches. Puis, pour remercier, dans le fond, les ruches passent 3 semaines là-bas, puis l'apiculteur est rémunéré pour sa présence durant ces 3 semaines-là, parce que 90% de la production de bleuets, par exemple, dépend de l'abeille. Puis comment on peut sensibiliser à l'importance de l'abeille dans tout le système, ben, elle l'a dit, là, les organisations. Je vais inclure le tourisme. Donc, une personne à la fois, on présente la ruche, ils viennent visiter, on peut ouvrir une ruche avec la personne, leur montrer que c'est pas, ça fait pas juste piquer, c'est pas juste une bébite qu'on écrase. La recherche, on n'en parle pas souvent, mais la recherche, c'est important. Quand on a des preuves que l'abeille est importante pour la pollinisation, par exemple, ben, ça vient encore plus appuyer. Puis les médias, la télévision, les journaux, parler des abeilles. Plus on en parle, plus on entend parler, plus on se rend compte, chacun chez soi ou chacun ensemble, peu importe, que c'est important. Je vais un cran plus loin, Mathilde. À l'échelle internationale, on connaît les très grandes organisations qui défendent certains secteurs agricoles avec des moyens, hein, des organisations très puissantes. Qui défend les abeilles à l'échelle internationale? Alors, les abeilles mellifères, elles sont quand même relativement bien défendues à l'échelle internationale, beaucoup moins que ce dont vous avez parlé. Mais on va dire que les discussions se font souvent justement entre soit l'agriculture industrielle et la défense des abeilles mellifères. On oublie un peu dans tout ça les abeilles sauvages. Ouais. Finalement, des études sont en train de montrer que les bourdons ou certaines abeilles solitaires sont encore plus efficaces que l'abeille mellifère pour la pollinisation du bleuet, par exemple. Donc, on essaie d'expliquer tout ça. Moi, je travaille directement avec les agriculteurs pour parler du rôle des abeilles mellifères, des abeilles sauvages, de tous les pollinisateurs et de ce qui peut être fait. C'est indispensable, hein. Ce qu'il faut expliquer, que c'est les systèmes agricoles résilients face au changement climatique ne se font pas sans pollinisateurs. C'est impossible. Sans abeilles, c'est impossible. Et donc, de faire des mesures compensatoires sans enlever les causes de menaces que sont certains pesticides, certains insecticides, ça ne servira à rien parce qu'on n'arrivera jamais à contourner ce problème majeur. Et ensuite, j'utilise aussi beaucoup un argument qui est émergent, mais qui est très important, c'est que les abeilles, et notamment les abeilles sauvages, ne sont pas importantes juste pour le rendement et la production agricole, mais aussi pour la santé humaine. Mm. En fait, l'absence de pollinisation par les abeilles ou par les abeilles sauvages diminue la qualité de la nourriture, la teneur en nutriments essentiels, vitamine A, vitamine E, acides gras essentiels, pour notre santé à nous. Donc en fait, si on ne les considère pas, non seulement on aura des systèmes agricoles moins performants, mais qui seront en plus moins bons pour notre santé. Saïf, dans le panier de questions, est-ce qu'il en reste une avec une réponse qui pourrait être très courte parce qu'il nous reste 4 minutes à peu près? Peut-être la question qui est posée par Najib, je ne sais pas, est-ce que Mathilda a répondu, donc est-ce que les abeilles connaissent les mouvements d'immigration? Une autre question posée pour Safé, est-ce que le loi tunisien autorise le mélange entre le miel étranger et cet tunisien? OK. Alors, la migration pour Mathilde et les mélanges de miel local et étranger pour Safé. Safa, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors la migration, ça j'ai répondu brièvement, oui. Les abeilles sauvages, notamment les bourdons et de nombreuses abeilles solitaires, on voit qu'il y a des mouvements de masse. Donc notamment, elles vont de plus en plus en altitude, comme de beaucoup d'espèces sauvages d'animaux, ou vers le nord. Donc il y a des migrations qui se font. Malheureusement, pour les abeilles sauvages, elles sont trop peu connues, trop peu caractérisées et trop peu étudiées. Les 20 000 espèces, je ne suis même pas capable d'en identifier une centaine. Donc on a trop peu d'informations sur où est-ce qu'elles vont aller, mais globalement, ces mouvements se font. Et donc, elles disparaissent dans ce cas-là de certaines échelles locales où elles étaient. Parfait.
Et Safa, la question, si j'ai bien entendu Saïf, la question c'était de savoir si en Tunisie, on peut mélanger les miels, le miel local et du miel d'importation pour faire croire peut-être même que c'est un miel tunisien. Qu'est-ce qui protège Euh, votre production? pour le moment, j'ai jamais entendu de cet phénomène, le mélange du miel de la Tunisie ou de notre pays. Je connais que la Tunisie a besoin d'importer du miel comme le miel d'Égypte, d'Espagne, etc. Parce qu'il y a un manque de miel ici en notre région, en notre pays. Mais je ne sais pas qu'est-ce que veut dire par mélange des miels, etc. OK, Ça marche. Ouais. ça pourrait protéger votre production en un sens en continuant de la faire valoir. Merci toutes les trois, c'était extrêmement intéressant. Puis là, ben, on est désolé de ne pas pouvoir poursuivre, de répondre à toutes les questions. Je vois que ça continue. Vous avez aujourd'hui, c'est le record de chat, d'intervention, un bon nombre de participants. On était vraiment très privilégiés de vous avoir avec nous. Safa Hatimni de la Tunisie, Magui Lamotte Boudreau, qui est au Québec quelque part avec sa veste parce que c'est pas encore très chaud. Il faut vous dire que le printemps s'en vient, mais il se fait tirer l'oreille un peu. Et Mathilde Tissier qui nous attendait, elle, à Montréal. Avec merci encore pour cette magnifique présentation. Merci Maggie et Safa d'avoir fourni des photos aussi qui ont permis de voir un peu mieux ce que représente votre travail. Vous avez été très, très généreuse. On vous en a demandé beaucoup tout au long de la présentation et c'était formidable. Je voulais saluer le travail de Marwa Ayadi, notre interprète. Merci à Seif et Marion pour votre collaboration. Merci à Brigitte Savard, qui c'est la chef d'orchestre de ce panel. Facilement, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'abeille qui s'active derrière tout pour préparer le panel, pour rappeler aux gens qu'il faut envoyer les présentations, pour rappeler les consignes techniques. Brigitte, elle est indispensable au succès de ces panels. On est toujours intéressé à lire vos commentaires. Il ne faut pas hésiter à nous les faire parvenir. Prenez une minute pour nous dire si vous avez apprécié, si nous avons été utiles aujourd'hui, si nous vous avons été utiles dans votre travail, ne serait-ce que pour vous sensibiliser à l'importance des abeilles sauvages et domestiques dans la protection de la biodiversité et dans la diversité de nos assiettes tout court. Alors, on est à votre disposition pour des précisions. Je sais qu'il y a des gens qui veulent encore entrer en contact avec d'autres personnes. Ça nous fera plaisir de continuer d'être les relais. Merci. Merci tout le monde. Merci aux complices en Tunisie, au Québec et à une prochaine, j'espère. Bonne journée. Merci.